Mais on s'en doutait avec les grèves, etc. et plusieurs autres problèmes, on savait qu'on allait avoir du retard. Donc merci à tous d'être présents. Ce soir, c'est une soirée spéciale parce que c'est pas un bibliothèque qui est comme à son habitude. Là, on n'a pas de livre à présenter, mais voilà, pour nous, ça vaut 1000 livres les personnes qui vont raconter leur récit ce soir. Le but, c'est de partager avec elles leur histoire, comme d'habitude, comme un bibliothèque. Et puis voilà, après, on aura des questions. Je pense que, contrairement à d'habitude, là, on pourra poser des questions au fur et à mesure à un moment donné. On ne va pas attendre la fin, je pense que ça va être mieux d'être plus fluide, etc. Et je pense que c'est pas facile pour ces mamans qui vont parler ce soir, donc on va leur donner la force, en les applaudissant quand elles viendront, et en leur posant le plus de questions quand il y a des petits trous pour ne pas les laisser toutes seules sur scène. Voilà. Bon, pour la thématique de ce soir, Turkan, justement c'est toi qui peux mieux l'expliquer. En fait, ce projet-là, on l'avait depuis environ 2-3 ans. On avait parlé, on aurait aimé faire venir plusieurs mamans qui ont vécu des histoires assez tragiques quand même. Donc c'était pas évident à organiser, parce que voilà, même pour nous, hein, ça nous confronte quand même à une douleur aussi, et on ne savait pas comment faire. On avait peur de les heurter, peut-être de leur faire revivre tout ça. Enfin, c'était pas évident, donc ça s'est fait maintenant. Les mamans, merci, elles ont beaucoup apprécié l'initiative. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu venir parce que malheureusement, elles habitent très loin. Et de toute la France, on a en fait des mamans qui ont vécu ces drames. Donc, mais elles ont salué l'initiative. C'est quelque chose qu'il faudrait peut-être faire aussi dans leur ville à elles, que ça se propage. Et je suis un peu désolée. Donc, voilà. Donc, pour nous, c'est vrai qu'il n'y a pas de livre, mais pour nous, chaque maman, surtout, c'est des livres directement, en fait, juste d'un regard, on lit déjà tellement de choses. Donc pour nous, voilà, c'était un événement qui est important, et c'est des histoires aussi qui méritent d'être écrites. Donc je sais qu'il y a une des mamans qui a ce projet-là, qui vous en parlera également. Donc voilà, il y a la maman de Wissam qui malheureusement n'a pas pu venir, elle était prévue. Sauf qu'elle vient de Clermont-Ferrand, donc elle avait un train pour l'aller, mais pas le retour, donc j'ai vu qu'elle travaille, c'était compliqué. Donc voilà, on lui fait un gros bisou à elle, on pense à elle, parce qu'elle tenait beaucoup, et elle avait beaucoup apprécié l'initiative. C'est vrai qu'elle disait que voilà, c'est un peu... En fait, il n'y a pas beaucoup de lieux où on donne la parole aux mamans, malheureusement. Les combats sont souvent portés par la famille, ce qui est très bien. Mais les mamans, c'est vrai qu'elles sont toujours en retrait, et nous, on avait besoin d'avoir leur parole. Leur vécu, leurs sentiments, parce que, pas pour leur faire revivre ces drames, forcément, même si ça va être douloureux peut-être pour elles d'en reparler, mais parce que nous, on a besoin de leur témoignage. C'est une force pour nous, en fait, pour tous ceux qui les entourent, pour tous ceux qui sont là dans les quartiers populaires où on est confronté à ces situations-là. Donc on avait besoin qu'elle nous apporte aussi un peu de force, parce que pour nous, c'est des forces, en fait, c'est voilà, même une protection. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire, si je le fais un peu. Pour la protection, c'est que ça peut nous servir à nous aussi. Je pense que les mamans qui ont un message à transmettre, c'est aussi par leur vécu de ne pas reproduire les mêmes choses. Pour venir au fait, les mamans qui vont parler ce soir, elles ont un point commun d'avoir perdu un garçon dans des circonstances qui ne sont pas normales. Donc les choses normales, ça peut être la nature de la vie, une maladie ou la vieillesse ou quelque chose. Là, malheureusement, c'est des situations qui sont tragiques. Et franchement, moi, je tiens mon chapeau pour le courage qu'elles ont pour continuer leur combat, mais aussi en parler au public, etc. et partager avec eux. Donc merci beaucoup à elle encore une fois. Avant toute chose, avant de commencer, on va présenter une association qui s'appelle Action Réelle et qui vient du 19e, entre autres, qui s'occupe de quelque chose, qui va mieux nous expliquer. On applaudir Isabelle, Lisa. On voit pas si bonjour à tous, moi c'est Isabelle, je suis membre actif de l'association Action Réelle. Du coup c'est une association qui a été créée en novembre 2018, suite à la mort d'un jeune dans le 19e. Il a été assassiné par balle alors qu'il avait 17 ans, et on va dire que 10 mois auparavant, son frère était assassiné d'un coup de couteau dans le dos aussi. Lié du coup aux guerres interquartiers. Du coup, moi je viens pas du 19e, je viens du 91,
mais j'ai grandi dans un environnement, j'ai pas grandi dans un quartier, mais j'ai grandi dans une petite ville qui est entre Corbeil et Évry, et du coup les guerres interquartiers ça fait un peu partie quand même de mon environnement de jeunesse, parce que nous c'était un ping-pong entre Corbeil et Évry. Du coup il y avait des morts au Tarteret, un coup il y avait des morts au Tarteret à Corbeil, un coup il y avait des morts aux Pyramides à Évry, et du coup en tout cas à partir de mes 13-15 ans c'est des choses que j'entendais régulièrement et forcément ça nous touchait. Et du coup, pourquoi je me suis impliquée dans le 19e, c'est que déjà je suis bénévole, enfin je fréquente un lieu, un centre d'animation, le centre d'animation pluriale, qui est dans le 19e, c'est un lieu que je fréquente, et du coup au moment de la mort de ce jeune, il y a 2 mamans qui ne peuvent pas être là ce soir, du coup on est 6 membres dans l'association, et du coup je représente ce soir parce qu'il y a que moi qui pouvais venir. Donc il y a 2 mamans qui ont décidé, 2 mamans du quartier, qui ont décidé de se lever en disant on ne peut plus laisser les choses se passer comme ça, parce que du coup dans le 19e, le contexte c'est qu'il y a des affrontements très souvent entre le 19e et le 18e, mais aussi internes au 19e, donc c'est de rue à rue, très clairement. Et donc je crois que ce qui a fait un peu péter les plombs par rapport à cette histoire, c'était que c'était la mort d'un 2e enfant dans une même famille, et là ça a vraiment choqué tout le monde. La maman ne parlait plus, elle était sidérée, donc plus de parole. Et moi je crois que ça a été un de mes déclics vraiment en me disant, comme je vous disais, le sujet me touchait depuis longtemps, mais j'avais pas encore trouvé peut-être l'espace pour lutter à ce niveau-là. Et donc quand 2 mamans ont décidé d'organiser une marche, après vous pourrez regarder, j'ai ramené quelques photos, mais c'est les photos de la marche qu'elles ont organisées. Du coup, elles ont organisé différentes réunions dans le quartier pour un appel à la marche pour la paix. Particulièrement à l'appel, elles appelaient les mamans, mais du coup c'est les gens du quartier sont venus, le maire, il y a des papas qui sont venus, pas beaucoup de jeunes parce que m'y regardaient de loin en tout cas, il y en avait certains, mais les plus concernés ont du mal à venir, hein, très clairement. Mais du coup cette marche a réuni plus de 400 mamans. Et après, on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter à la marche parce que très souvent, on agit sur de l'émotion. Mais après, en fait, il faut des solutions plus concrètes. Et du coup, après ces réunions-là, nous, on a continué. Et maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on est... alors, il y a 4 mamans et en fait, on est 6 femmes. Donc 4 mamans. Mais en fait, on est toutes professionnelles de l'éducation. Moi, je suis éducatrice à la justice des mineurs. Et du coup, dans mon quotidien, j'ai des jeunes qui sont très clairement impliqués, soit en tant qu'auteur, soit en tant que victime, soit les deux, parce que c'est pas si simple que ça, la frontière entre les deux. Et du coup, suite à cette marche, là, vous voyez les photos, on a monté 45 panneaux, et du coup, c'est un outil support maintenant qui permet d'aller sensibiliser dans les collèges. Et donc maintenant, on essaie vraiment de sensibiliser. On n'a pas prétention à arrêter le phénomène parce qu'il nous dépasse. On n'a pas toutes les solutions, on essaie de trouver en commun. Toutes les idées sont les bienvenues. Hein. Nous, on essaie avec ce qu'on a, mais toutes les idées sont les bienvenues parce que c'est un fléau, hein, très clairement. On a remarqué que tous les mois d'octobre et novembre, là, depuis 3 ans, ça repart, il y a des morts. À cette saison-là, je ne sais plus ce qui se passe, mais ça tombe, vraiment. Je parle comme ça parce que c'est violent et voilà, ça ne s'arrête pas. Et du coup, en mai 2019, l'année dernière, on a sensibilisé les collégiens. On s'est dit qu'il fallait qu'on touche la 4e et la 3e pour commencer. Donc on a sensibilisé les collégiens du 19e avec cette exposition. On a eu à peu près 600 collégiens qui étaient à l'écoute. On a pu faire intervenir une maman qui s'appelle Nathalie, dont Isabelle, une autre membre de l'association des mères combattantes, pourra peut-être vous exposer certains cas. Donc du coup on présente en fait cette exposition, on fait un jeu et un questionnaire avec les collégiens et après ça nous permet de débattre avec eux et on a fait venir aussi une maman du 19e qui a perdu un enfant. Et alors est-ce que ça marche, j'en sais rien, mais en tout cas on sème des graines pour amener une réflexion. On essaie de réfléchir à des outils pour toucher les jeunes dès la primaire, hein, parce que par exemple, une des membres de l'association a un fils qui a 10 ans et lui-même déjà dans sa tête il se dit là je ne peux pas aller dans cette rue, c'est interdit. Donc déjà très très tôt les frontières elles sont ancrées. Et donc voilà, après cette expo-là elle tourne pas trop mal. Moi du coup en tant qu'éducatrice à la justice des mineurs, j'ai le tribunal pour enfants aussi qui fait appel à nous. Parce qu'en fait tout le monde est dépassé, hein, très clairement, les gens ne savent pas forcément quoi faire face à ce phénomène. Donc là ils nous ont appelés, on a une réunion en janvier pour pouvoir voir comment travailler avec eux, pour que cet outil soit peut-être au sein même du tribunal
Et sinon, moi, dans mon propre atelier, on essaie d'organiser des débats assez réguliers avec 10-20 jeunes pour discuter autour de la question. Voilà. Et je voulais remercier aussi beaucoup la maman de Lamine d'être présente. Là, pour le coup, c'est pas lié aux violences interquartiers, mais on va dire que dans tout le milieu militant aussi, ça fait 12 ans que, hélas, on marche pour les violences policières. C'est la première famille, moi, que j'ai suivie. Et du coup, ça me fait plaisir de voir que vous pouvez parler avec nous aujourd'hui. Et on remercie aussi à la maman de Wildy, parce que du coup, on est venu dans le 77 avec notre association pour parler de ce phénomène très difficile. Et voilà, donc après, je ne sais pas si vous avez des questions, c'est juste, on voulait présenter les actions qu'on faisait. Si toutes les idées sont les bienvenues, toutes les forces sont les bienvenues, donc voilà. Merci. On va demander à Isabelle, une deuxième Isabelle, qui est maman de Isabelle. Et donc je faisais le lien avec Isabelle, parce qu'en fait, notre but, c'est qu'on se réunisse toutes ces mamans qui ont vécu tout ce qu'elles ont créé. Moi, je travaillais avec la maman de Ismaël qui est décédée rue de la Roquette dans le 19e, enfin, tuée par des gens du 19e, et en janvier 2018. Suite à ça, il y a eu un travail qui a été fait en octobre 2018 à la mairie de Paris, donc ou Action Réelle et ainsi de suite. On est tous venus pour travailler avec les clubs de prévention, les habitants, les associations. Et en octobre 2018 est décédé Henri Parmentier, donc aussi un jeune du 19e, tué dans le 20e, et qui s'avère que ces deux mamans font partie de la même famille. Donc elles sont l'une mariée avec le frère de la nièce de l'autre. Donc en fait c'est tout ce lien qu'on voudrait mettre et qui s'avère que aussi vous par le biais de Vince, donc le Bundo par le biais de Franc de Mer. En fait on est tous éparpillés. Mais effectivement, en 19e, on a un énorme problème avec la jeunesse, parce qu'en fait, ils ont un problème d'identité, ils ont un problème de plein de choses, et qu'en fait, voilà, on essaie de comprendre, mais c'est vraiment le 19e qui a un gros problème par rapport aux tous autres quartiers. On travaille le 17e, le 11e, le 12e, le 15e, le 20e, et on est en train de travailler, et qu'aujourd'hui, c'est des institutions, nous tous, et nous toutes mamans, parce qu'on est quand même des mamans, le collectif, on ne peut pas faire et penser à la place des mamans, de ce qu'elles ont vécu, on ne peut que les accompagner. Moi, aujourd'hui, dans mon but a été comment je peux aider cette maman, qui a été Awa, la maman d'Ismaël, comment je peux faire. Et aujourd'hui, au mois de janvier, ça sera 2 ans que son fils est mort. Elle veut faire des actions, donc ça la regarde. Moi, je ne peux faire que l'accompagner dans ce que je peux lui apporter. Et voilà ce qu'il en est. Et c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que, en tout cas, je sais que Vince a fait un énorme cadeau. Et que le papa, il l'a dans sa maison, parce que le papa d'Ismaël habite en Côte d'Ivoire. Donc la maman, il y a eu une fresque qui a été faite au Square de la Roquette par Ernest Novo, que tu connais. Et en fait, lui, la maman, quand elle craque, elle va voir la fresque. Et voilà, donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais comme le papa, lui, il est à Abidjan, il fait, moi je suis tout seul, et il met le poster, le portrait qu'a fait Vince. Et en fait, tous les jours, je le remercie parce qu'il dit, c'est un beau cadeau qu'il veut faire. Nathalie a eu aussi un cadeau de la part, donc à chaque fois elle emmène le cadeau, elle part. C'est une maman, donc Nathalie est une maman forte, avec un fort caractère, qui a fait bouger les choses, qui a décidé de créer une association qui s'appelle, pas une association, mais qui s'appelle la Fédération des mères combattantes, et on touche tous les de France. Et voilà, on est en train de travailler et aujourd'hui on commence à se faire entendre, à se faire écouter, et maintenant on voudrait rentrer un peu plus. Et nous toutes, on ne peut pas être isolés, on peut être ensemble. Et c'est ce qui a fait que toutes ces rencontres vont se faire. Et ça se fait, ça bouge. Et voilà, je ne peux pas parler pour elle parce que les instructions sont en cours. Donc voilà, mais voilà, Nathalie a voulu rencontrer d'autres mamans de victimes. Donc elle a tapé de porte à porte entre Noël de l'année dernière. Donc là, ça va faire 1 an. Et en 1 an, elle a touché tous les jeunes qui sont décédés avec les moyens qu'elle avait, c'est-à-dire pas grand-chose. Et puis voilà, et elle a voulu venir ici. Et c'était un petit peu compliqué pour elle de venir parce qu'on n'a pas de voiture, on n'a pas de chauffeur, on n'a rien. Mais je pense pas, mais bon, je lui ai dit si c'est compliqué, t'es un petit peu au courant. Et puis là, j'ai plus de batterie parce que j'ai voulu filmer Isabelle. Donc, mais ce que j'appelle, c'est le lien. Et c'est, on est toutes des mamans et on a toutes des histoires.
Mais le fait, c'est qu'on ne veut plus qu'il y ait un autre jeune qui meure. C'est ça le but. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre à notre jeunesse. Parce qu'il y a certains jeunes qui comprennent, il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Et c'est ceux qui ne comprennent pas, comment on les accompagne pour mieux comprendre. Donc voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci. Parce que moi, c'est la première fois que je viens ici. Et puis je voulais vous remercier parce que c'est ces actions de nous tous, et ben on y arrivera. Donc, voilà. Merci. Qui devait être là ce soir. Bon, voilà, on est encore en train de chercher un monsieur, malheureusement avec les grèves, etc. On n'a pas les moyens de pouvoir avoir tout ce qui va avec et de pouvoir. On est désolé, en fait, mais on fait notre maximum. On va enchaîner aussi avec notre présentation. C'est Gungo Jawara qui va nous présenter l'association Front de Mer, dont vous avez sûrement entendu parler déjà. Voilà, merci à Gungo. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je n'avais pas prévu initialement de prendre la parole. J'étais venue pour écouter parce que je pense que ce moment qui est créé par aussi et Touté a une importance capitale parce que ça ne s'est pas fait, qu'on ne comprend pas suffisamment les mamans qui traversent ces épreuves. Donc, je fais partie de l'organisation du Front de Mer, qui est une organisation syndicale de parents d'élèves de quartiers populaires. Donc, initialement, on travaillait plutôt sur les questions liées à l'école, aux inégalités scolaires, etc. Et puis, l'an dernier, on s'est rapproché de plusieurs organisations dans toute l'Île-de-France qui travaillent justement sur la question des violences interquartiers. Parce qu'en octobre, il y avait eu, comme disait Isa tout à l'heure, plusieurs décès. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on se saisisse de cette question-là. On avait notre part de responsabilité aussi là-dedans. Moi, de manière plus personnelle, on va dire que la question j'ai toujours été confrontée plus ou moins à cette question. J'ai grandi au quartier des Poètes, à la Cité Rose, juste à côté. Mon frère s'est fait tirer dessus quand j'avais 10 ans. Il n'est pas décédé, Dieu merci, mais c'est vrai que c'est très traumatisant, que nos quartiers sont remplis enfin c'était plus le cas à l'époque, mais de plaques commémoratives pour c'est ça, rendre hommage donc, à des jeunes qui sont décédés lors de RIX ou autres. Donc voilà, le Front de Mer, avec le Front de Mer et plein d'autres organisations, le premier objectif déjà c'était de faire un état des lieux parce que malgré ce qu'on peut entendre souvent dans les médias lorsque la question, comme dernièrement, apparaît, malgré ce qu'on peut entendre, il y a beaucoup de monde qui travaille en fait, sur le terrain, qui essaye de pallier à ces problèmes. Malheureusement, comme le disait Isa, notre prétention n'est pas de s'arrêter parce qu'on sait que ce ne sera pas possible, mais par des actions, par le fait d'être présent sur le terrain, le fait de ne pas laisser l'espace comme ça, les espaces des quartiers laissés finalement à la drogue, à la violence, etc. Le fait d'occuper le terrain, on sait que ça fait déjà une différence. Le fait de proposer des actions pour les jeunes, de les prendre en charge, ça peut être tout bête, mais il y a quelques années, il y avait quelques problèmes entre les jeunes de la Cité Rose et les jeunes justement d'ici, des lignes de Codec. Et ce que les plus grands ont fait, c'est qu'ils ont proposé des rencontres autour d'un kebab, des sorties karting, laser quest, enfin voilà, ce genre de choses. Et aujourd'hui, moi, mon petit frère qui a grandi à la Cité Rose, il passe tout son temps à Codec. Alors, il n'empêche qu'il y a toujours des petits conflits qui réapparaissent de temps en temps, mais on sait que ça fait une différence et on essaye de faire les choses avec très peu de moyens parce qu'évidemment tout ça, cette problématique-là n'est pas du tout prise en compte par que ce soit les municipalités ou l'État en fait. Bien évidemment, ça ne les concerne pas, c'est-à-dire que c'est une question de sauvage en fait, c'est tout. Donc avec le Front de Mer, plusieurs choses. Déjà, pointer les responsabilités, parce que très souvent, encore une fois, on parle du fait que ces enfants-là ne sont pas éduqués, qu'ils sont laissés à la rue par leurs parents, et donc on pointe du doigt la responsabilité des parents. Or, comme on dit, un enfant n'est pas élevé par ses parents seuls, en fait, il faut tout un village pour éduquer un enfant, et il faut qu'on considère que l'école a sa part de responsabilité, les services sociaux dans les villes ont leur part de responsabilité, l'État a sa part de responsabilité. Donc il s'agit de pointer les responsabilités d'une part et de se réapproprier les espaces des quartiers parce qu'on sait que ça aussi
ça permet de désamorcer un certain nombre de choses. Voilà, j'avais rien préparé du tout, donc là, pour moi, il ne s'agit pas de vous présenter le front de mer, etc. Nous, toutes les actions qu'on essaye de mettre en place n'ont de sens que par ce que les mamans, les familles, les parents essayent de faire. Donc en réalité, nous, on se met à la disposition des familles pour les aider, les accompagner, les soutenir. On est là pour ça. On espère que... plus fort. Il faut que je parle plus fort. Donc on se met à la disposition des familles, comme je l'ai dit, pour les accompagner, que ce soit d'un point de vue juridique, d'un point de vue psychologique. On essaye. Alors moi je suis conseillère principale d'éducation dans un collège, donc faire la prévention, d'être psy et de pouvoir accompagner quelqu'un, mais par contre on peut essayer d'orienter les familles, de les mettre en relation avec des professionnels qu'on connaît, parce que lorsqu'il y a un drame comme celui-là, c'est vrai que dans nos quartiers, il y a très vite une solidarité qui se met en place, ça c'est certain, c'est indéniable, mais malheureusement, au-delà d'une semaine, 10 jours, etc., les familles se retrouvent assez souvent seules. Et donc c'est là où nous, associations, militants, on a un devoir en fait, on a une responsabilité, parce qu'un deuil, ça prend du temps, parce qu'il s'agit aussi, il y a une enquête très souvent qui a lieu derrière, et que les familles ont besoin d'être accompagnées et soutenues tout au long de ce processus. Voilà. Donc merci encore une fois à Ossine et Touté d'avoir organisé ce moment. Merci aux mamans qui viennent prendre la parole. Je ne sais pas si j'aurai suffisamment de mots pour exprimer à quel point c'est important, à quel point c'est grand, à quel point vous donnez aussi de la force par la dignité avec laquelle vous traversez ces épreuves. Voilà, merci. Vraiment ça pour résumer l'événement, c'est vraiment la dernière phase. En fait, on a l'impression qu'on vous donne la parole, qu'on vous aide, on va essayer de vous aider en ce soir. Avant de commencer, on voudrait vous parler d'une petite affaire locale qui s'est passée à Villers-le-Bel il y a 2 mois. Donc on a perdu un petit frère à nous, un jeune d'un quartier de Sarcelles qui est mort en moto. Où d'après les témoins, la police est concernée. Donc on attend parce que l'affaire est en cours, mais bon, on fera nos propres investigations ici. Par rapport à cette affaire, on voulait vous parler d'un événement plus concrètement. Vous aurez l'occasion d'en savoir plus en regardant sur les réseaux sociaux, dans les différents articles, l'affaire qui s'est passée avec Ibrahim Baba, à son âme. Nous, on voulait plus concrètement vous parler d'un événement qui va se dérouler le 4 janvier à Sarcelles. Donc c'est un gros événement qui a été initié par les jeunes amis d'Ibrahima, qui a été suivi par la famille, ensuite les grands frères et la famille d'Ibrahima, et que le combat dans lequel on a rejoint ensuite par la suite pour les aider à concrétiser ce projet. Donc maintenant ce projet il est né pour de vrai. Donc on a fait ça en très peu de temps, même pas quelques semaines. Ça va se passer à Sarcelles au Champ de Foire, vous êtes tous les bienvenus. C'est un événement où on mêle les générations, puisqu'il y aura des artistes qui sont consacrés à toute la jeunesse, tous les nouveaux artistes, mais aussi les artistes de notre époque à nous, de nos générations. Ça permet de venir parents et enfants. Il y aura aussi des prises de parole et des interventions. Donc une fois que je pense qu'il y aura beaucoup de jeunes dans cette salle, on ne s'arrêtera pas que sur les violences policières, puisque à la demande de la volonté de la famille, ils veulent vraiment profiter de ce moment-là aussi pour parler des risques, réunir les jeunes des quartiers, passer un bon moment, mais avoir des prises de parole aussi conscientes, qui peuvent conscientiser les plus jeunes. Donc vous êtes tous les bienvenus, et on voulait dédier justement cet événement à Ibrahim Baba et tout ça. Voilà. On ne va pas tarder plus longtemps. On va inviter les mamans qui nous ont fait l'honneur de venir ce soir. Super son qui est là. Ça fait 4 ans que j'ai perdu sa vie. La douleur
douleur est toujours intense. Perdre un enfant, c'est la chose la plus terrible. J'ai perdu mon papa. Maman, il est parti sans savoir qu'elle avait perdu son petit-fils. On lui disait de temps en temps, maman, si tu vas savoir quand tu as perdu ton petit-fils. Elle me dit, ah, moi je vais partir parce qu'elle est devenue. Elle a eu une attaque, donc elle ne parlait plus. On ne voulait pas lui annoncer la nouvelle. Ma belle-mère, 2 mois après, elle est partie en apprenant la nouvelle. Donc mon mari, deuil sur deuil. Donc on n'en parle pas, mais la douleur, elle est là. Samir, il est là, il est présent avec nous. Il est parti pour rien. Il est parti dire un bonjour à son copain. Et voilà. Pour rien, pour rien. Donc je dis, même si c'est pour quelque chose, on ne doit pas tuer. On ne doit pas tuer parce qu'eux, ils sont partis. Mais les mamans, et les frères et sœurs, les copains, ils sont là. Ça peut pas être terminé, c'est pas possible. Voilà, je suis très émue, c'est tout ce que je peux vous dire. Je tiens à vous remercier beaucoup et voilà, je suis présente à n'importe quel moment, je suis là, je suis avec vous et je dis un courage à toutes les mamans et voilà, merci beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la parole à la sœur de Samir, qui va revenir sur les faits, parce qu'on n'a pas osé, on ne s'est pas permis de raconter l'histoire de chacun. Donc, voilà. Bah, je vais laisser Linda raconter l'histoire de son frère. Bonsoir à tous, merci beaucoup à tous d'être là et merci de nous avoir permis d'être là. C'est vrai qu'ils ont été énormément présents depuis le début. Merci énormément à Alice aussi, qui nous avait fait les banderoles, etc. Qui m'ont accompagné aussi pendant le procès. Alors, pour rappel des faits, mon frère était parti au McDo avec son meilleur ami. Donc, il était parti au McDo de Garges, au Drive. Et dans la voiture, il a vu que la voiture qui était devant la sienne, c'était un ami d'enfance qui était avec Corée, sa petite copine ou sa soeur. Donc il est descendu, il était côté passager, mon frère. Il est descendu de la voiture pour aller saluer son ami. Il s'est avéré qu'au drive, il y avait du coup la voiture de son ami, juste derrière il y avait la voiture de son assassin, et ensuite il y avait la voiture de Samir. Donc en descendant pour aller saluer son ami, les assassins ont pensé qu'ils voulaient prendre sa place. Donc si on résume l'histoire, il est mort pour un McDo, tout simplement. C'est ça. Donc ça a été inconcevable à cette période-là, on ne comprenait pas. En 2015, parce que c'était en 2015, c'était il y a 4 ans, qu'on puisse tuer quelqu'un pour un McDo. Donc voilà, il est descendu pour saluer son ami. Les personnes étaient du coup alcoolisées. Ils n'ont pas cherché à comprendre, hein. Ils étaient 3, donc l'un d'eux est sorti avec son couteau. Samir a essayé quand il a vu le couteau, a essayé de fuir, de partir, sachant que Samir faisait du sport de combat depuis des années, donc il aurait pu se défendre si la personne n'était pas armée. Là, pour le coup, il est parti, donc on n'a aussi pas compris sa réaction à lui. Quand je parle de sa réaction à lui, je parle de l'assassin. Il a devant lui quelqu'un qui s'en va, qui part. Pourquoi le poursuivre encore une fois? Il l'a poursuivi et puis il va donner du coup un couteau. Il est mort quelques heures après, mais il était déjà mort. Hein, il nous a dit que de toute façon il n'avait plus rien à faire. Il est mort dans les bras de son meilleur ami, qui jusqu'à maintenant, donc 4 ans après, est complètement traumatisé. Donc il est mort dans les bras de son meilleur ami, il lui a fait un garrot, il lui a dit des mots gentils avant de partir, il lui a parlé, même dans la mort, il a eu des mots magnifiques pour sa famille, en lui disant de dire qu'il aimait sa maman, en lui disant qu'il aimait lui-même. Donc pour vous dire à quel point c'est un être, je dis pas ça parce que c'est mon frère, hein, mais vraiment, c'est un être qui avait le cœur sur la main, c'était le petit bébé de maman. Jusqu'à maintenant, elle a du mal et je pense que 4 ans, 1 an, 10 ans, 20 ans, voilà, quand on perd son petit bébé, c'est la vie. Moi-même, étant devenue maman, je n'imagine même pas la douleur qu'elle peut avoir chaque jour. Donc voilà, voilà, Samir est décédé pour un McDo, c'est pour rien. Et
travaillait, il avait fait en parallèle, il avait repris ses études, donc il avait eu son diplôme dans le froid. Voilà, il est décédé à 28 ans, il avait toute sa vie devant lui, il n'a pas eu le temps de se marier, pas eu le temps d'avoir des enfants. Il commençait à peine la vie active parce qu'il venait d'avoir son diplôme. Il avait plein de projets plein la tête. Et voilà, et un jour, ben voilà, il a croisé un animal, parce que c'est ce qu'on a fait, non, c'est un animal, qui a décidé de lui ôter la vie, qui n'a eu aucun remords, qui a pris 20 ans en première instance, qui, malgré la douleur d'un procès et l'épreuve que c'est un procès pour les familles, parce que c'est très très dur un procès en assise, qui a fait appel au mois de septembre. Il a pris 18 ans, donc il a pris moins que sa première peine. 18 ans, mais avec quand même une obligation de soins, etc., ce qu'il n'avait pas eu en première instance, et on va dire 5 ans encore de sursis derrière ses 18 ans. Il a été reconnu comme étant sociopathe pendant le procès, mais pourtant, disons, c'est un sociopathe, mais on va le laisser sortir dans 18 ans. Enfin, voilà, il n'a apparu aucun remords. Donc voilà pour les faits, voilà pourquoi aujourd'hui on essaye de se battre pour lui, pour s'avenir, pour tous ces jeunes qui partent jeunes pour rien. Et c'est vraiment bien qu'il y ait ce genre d'initiative, qu'on puisse se dire que non, on n'oublie pas. Parce que nous, c'est vrai, comme disait, on s'est reconnus quand, je ne sais plus c'est qui parlait, mais on s'est reconnus quand elle disait qu'on est très très soutenus les premiers temps, et puis qu'après, ben voilà, on nous oublie un petit peu. C'est vraiment vrai, c'est ce qu'on a ressenti, c'est qu'on a été beaucoup entourés, mais après, ben, chacun reprend sa vie, on peut comprendre, mais voilà, nous, la douleur reste la même, et voilà, c'est à nous de se battre, et c'est pour ça que les mamans aujourd'hui, ben, il faut continuer, il faut rien lâcher, on ne veut plus de Samir en fait, on ne veut plus que ça se reproduise, on veut plus que les mamans soient dans cette douleur continue, et voilà, donc un grand merci à vous en tout cas. Questions peut-être, des messages. Moi je pense que c'est aussi douloureux pour le moment de la déclaration. Je pense aussi qu'il faut aussi le mettre Ils ont été là depuis le début, hein. Aussi Vince, Turcan, on a fait une marche blanche qui a réuni énormément de monde, qui a été relayée dans tous les journaux. On a eu Le Parisien, le Point, on a eu le 20 minutes, le Détective, parce que ben, c'est vrai que ça s'était passé l'été 2015, donc énormément de personnes ne comprenaient pas, voilà, se mettaient à notre place, et pour eux aussi c'est inconcevable qu'une personne puisse mourir pour un McDo. Mais on dit la banlieue, il n'y a pas que les voyous, la banlieue. On a pris des enfants qui ont étudié, il faut parler à ces jeunes, il faut parler, parce que là c'est une souffrance qui ne s'arrête pas. Moi j'étais à la marche du jeune là, qui a été non, pas non, récemment. Oliver peut-être. Sur Oliver. Voilà. On n'avance pas, mais on espère qu'on va faire quelque chose. Voilà, en gros, désolé, je ne pensais pas que le sacré créateur, c'est ici une double peine, parce que bien sûr, il perd un frère et sœur. Je ne dis pas que la peine a été plus dure, etc., mais aussi voir ses parents pénés, c'est encore plus douloureux. Voilà, c'était juste une petite remarque. Je pense qu'on va passer à la suite. Et puis vous reviendrez sur des questions. Alors, je sais que vous aviez l'idée de faire une association, c'est ça? Vous pouvez nous en parler? En fait, elle aimerait bien du coup, créer une association pour Samir. Elle a aussi l'idée d'écrire un livre, elle aimerait bien, parce que quelque part, mettre à l'écrit tout ce qui est... voilà, souvent, quand je l'appelle, voilà, elle me dit, j'aurais dû dire ça aussi au procès, j'aurais dû dire... Voilà, elle a tellement de choses à dire, et puis en même temps,
la souffrance fait que, vous l'avez vu, là, elle a du mal aussi de l'exprimer parfois, alors qu'à l'écrit, ben, souvent c'est plus facile. Donc ça sera peut-être une sorte de thérapie aussi pour elle. Donc ouais, elle aimerait bien créer une association en son nom, faire peut-être des œuvres caritatives, pour aussi parler de ça, pour que ça ne se reproduise plus. Voilà, enfin, voilà, ces trois-là, ils n'ont pas non plus 24, 25 ans, c'était pas non plus des gamins. Peut-être, oui, en parler, faire en sorte de faire des actions pour essayer de sensibiliser les gens autour de ça. Donc voilà, elle a plein d'idées, mais après, elle a peut-être besoin qu'on l'entoure et qu'on l'aide à concrétiser tout ça. Et donc, du coup, on est bien entendu avec vous. Donc, voilà. En tout cas, merci. Présenter famille à une. De toute façon, à la fin, on a oublié de vous dire, mais il y aura un repas qu'on va tous partager ensemble en haut. Voilà, et on aura l'occasion aussi de partager de manière plus intime si vous voulez parler à des parents après par la suite. Je vais inviter la maman de Wendy. Je ne connais pas les prénoms de chacun, je suis désolé, Zaya, exactement. Merci beaucoup d'être là. Elle va raconter, voilà, directement son histoire, et on l'applaudir. Je sais pas si je vais trop raconter mon histoire, mais au moins que tout le monde ne connaît des pas. messages à passer. Tout le monde ne connaît pas aussi. De Wilkie. Alors, moi, c'est mon fils en 1900. Ah là, je sais même plus. En 2016, donc un petit peu après vous, en février. Du coup, il était dans un bâtiment à côté de chez moi. Il fumait la chicha avec des copains. Il était quand même 3 h du matin. Et c'était pas un délinquant, mon fils, hein. C'était un gentil garçon qui aimait trop rigoler, un peu trop. Et il n'était pas du tout délinquant. Moi, je les ai élevés tout seul. J'ai 2 enfants, un de 25 ans aujourd'hui. Et lui, il allait sur ses 19 ans. Et il était scolarisé, il devait passer son bac en juin. Et il s'est assassiné en février. Il n'a pas eu le temps. Et 2 jeunes de la cité d'à côté, je pense par ego, par rapport à... Je ne sais pas ce qui s'est passé avec eux, j'en sais rien, moi je ne connaissais pas trop cette histoire, que jusqu'au moment où on a assassiné mon fils, quoi. Ils sont venus armés avec un 9 mm, comme on dit. Et il s'est fait tirer dessus là, mais sauf qu'ils ont brisé une veine et il s'est vidé de son sang dans un hall au premier étage. Je l'ai vu après s'être fait tirer dessus, je l'ai vu 3 minutes après, il était déjà blanc, voilà, je l'ai vu mourir quoi en fait. Et voilà, il est décédé pour une histoire d'égo, même pas pour une histoire de drogue, hein. Voilà, des petits cons d'à côté, moi j'appelle ça des petits cons. Sauf que pendant le jugement, il s'est fait acquitter. Je pense que l'État ne met pas les choses en place, quoi. La justice est injuste, on peut dire ça. Moi, c'est ce que je pense aujourd'hui. Ils n'ont pas fait une enquête, ça coûtait de l'argent en fait. Quand j'appelais à chaque fois l'inspectrice, ça coûtait de l'argent. Je ne pouvais pas faire trop de... pas les déborder, enfin bref, l'enquête elle a été bâclée quoi. Et on avait un avocat, lui il avait un avocat qui l'a payé 60 000 €, donc pour dire que dans l'État il faut avoir de l'argent. Et à la suite de ça, il s'est fait acquitter. Nous on n'avait pas un avocat trop cher, malgré que c'était cher pour nous, mais bon, 10 000 €, hein, c'était pas assez cher payé. Et donc il s'est fait acquitter, mais bon, 7 mois après, alhamdoulilah, il s'est fait attraper pour de la drogue. Donc bon, là peut-être qu'ils se disent, en fait, on avait relâché quelqu'un un assassin en fait déjà, et puis un vendeur de drogue quoi. Et je leur disais pendant le tribunal, c'est un assassin quoi, je comprends pas pourquoi on le relâche. Et en
fait, voilà, c'était pas. On n'est que la deuxième France, hein, donc on s'en fout de nous un peu, quoi. Bon, pour moi, c'est un peu ça ce que je pense. Et ce que je voulais faire passer comme message, c'est qu'on n'a pas le choix de vivre dans les banlieues, on y est arrivé. On est là pour subir la police, la drogue, les armes, la violence, malheureusement, chez les enfants de plus en plus jeunes. Mais pour moi, l'État, la République, pour eux, on était menteurs, parce que j'avais vu un reportage il n'y a pas si longtemps sur des mamans de Marseille qui témoignaient parce qu'elles avaient perdu aussi leur fils. Mon fils a été assassiné. Et donc on se rejoint en fait dans ce qu'elles disent, mais dans le reportage, on entend que les mamans, c'est des menteuses. Parce que quand on va voir la police, en fait, c'est faux, la police, pour eux, c'est nous, on est des menteurs, quoi, en fait. Donc, alors qu'en réalité, c'est l'État qui sont menteurs en réalité. Toute notre vie, on attend un petit arc-en-ciel, mais en réalité, il n'y a pas d'arc-en-ciel dans la banlieue. Heureusement qu'on a la foi qui nous fait tenir. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Il y a mon fils aussi, mon deuxième fils, bien sûr, heureusement, qui est là. Et puis heureusement qu'on est des guerrières aussi, parce que c'est le cas, on est des guerrières en vrai. Faire un deuil d'un enfant, c'est pas facile. Et moi, j'ai perdu mon fils il y a 3 ans, donc c'est pas si vieux. Une histoire d'ego, malheureusement. Et ce qui m'embête le plus, maintenant que j'ai un petit peu pris du recul, c'est qu'il y a quand même des armes qui rentrent dans nos banlieues, des armes qui rentrent. Et les armes, c'est qui les fait rentrer? C'est pas nous les mamans. Nous, on subit en fait seulement. Donc les responsables, il faut bien qu'ils prennent un peu leurs responsabilités, qu'ils savent, soi-disant, gérer ces choses-là. Pour moi, ils gèrent rien du tout. Pour moi, c'est comme si c'était l'État qui avait mis l'arme dans la main de ce gamin-là, parce qu'il avait 22 ans quand il a tiré sur mon fils, c'était un gamin aussi. Mais bon, il n'avait pas eu pitié quoi, pour mon fils. On n'a pas tous le même destin en France, malheureusement. Vu qu'on fait partie que de la deuxième France, on marche seul comme maman. Après tous ces événements, on se retrouve seul. Moi, je voulais donner un autre exemple. Par exemple, en 1997, j'ai assisté à l'assassinat de ma cousine. C'était une violence conjugale. On est en 2019, toujours rien de changé. Donc ça me donne plus envie de croire en la justice, en l'État, au gouvernement, aux gens qui le dirigent, quoi. Tout simplement. Le mois dernier, un petit jeune de 27 ans qui s'est fait prendre une balle dans la tête. Là, il y a 2 semaines, un petit jeune de 27 ans, une balle dans la tête. Il y a 2 semaines, hein. C'était pas il y a... Là, il s'est fait tirer une balle dans la tête. Bon, après, l'année dernière, pareil, un petit jeune devant une clinique, qui sortait de la clinique de Melun. Aussi, pareil, une balle dans la tête, pour une histoire de je sais pas quoi. L'année d'avant, encore, un petit jeune qui s'est fait poignarder sur Fontainebleau, mais il vivait au Mai. Donc, dans notre ville, en fait, 4 années d'affilée, 4 assassinats, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? L'État, qu'est-ce qu'elle fait? Je me pose des questions. Les mamans qui témoignent aujourd'hui, c'est vrai qu'on est démunis, en fait. On se plaint, on dit qu'il y a des choses qui ne vont pas, il n'y a rien de fait derrière, en fait. Ça fait des années que ça se passe. Moi, j'ai toujours grandi en banlieue, ça fait 51 ans. Et j'ai toujours vu des choses qui se dégradaient et qui se dégradent de pire en pire. Donc, que fait l'État, quoi? On va se plaindre combien de temps? On va attendre combien d'enfants qui meurent? On s'en fout, en fait, de ce qu'on dit. Il n'y a pas de sécurité dans nos banlieues. On veut que ça aille mieux, mais c'est pas le cas. Il faut combien de morts? En fait, peut-être qu'il faut un quota pour l'État. Quand on arrivera à tant de morts, peut-être que ça va marcher. Je sais pas. En attendant, c'est nous qui souffrons. Aujourd'hui, on nous dit la France, tu l'aimes ou tu la quittes. J'ai pas envie d'y rester. Malgré que je suis française. Hein.
J'ai ma carte d'identité si vous voulez. Ça me donne pas envie. On nous donne pas envie d'y rester non plus, en fait. C'est un bon message de l'État. Et malheureusement, normalement, pour moi, le peuple décide, le gouvernement, il doit obéir. C'est ce qui doit se faire. Il faut monter un groupe de parole entre familles de victimes pour justement pouvoir parler de vous à moi, parce que je sais que si par contre on parle de telle ou telle chose, ça va être entendu, on ne va pas réfléchir à qui me prendre pour oui, mais ça fait quand même tant de temps, ou bien se dire ah oui mais on ne se souvient plus, ou bien simplement si j'ai envie de pleurer devant tel ou tel maman ou tel frère et sœur, que je puisse le faire, parce qu'on va pouvoir me comprendre et on ne va pas me juger non plus. C'est surtout ça, quoi. Donc c'est à nous de nous organiser, de pouvoir aller chercher les choses qu'on ne nous apporte pas directement, tout simplement. Et surtout qu'effectivement, c'est souvent, dans peu importe les conditions dans lesquelles l'enfant en question a été tué, parce que c'est vrai qu'on a souvent débattu là par rapport à tout ce qui était, on va dire, des guerres entre quartiers. Mais si, voilà, effectivement, la police nous tue et que nous, on tue entre nous, on se va aller, quoi. Donc, à un moment donné, il faudrait que ces jeunes-là aussi réfléchissent, à savoir que ce sont les parents derrière qui sont là en train de subir tout ça, quoi, par rapport à la douleur d'avoir perdu, par rapport à l'humiliation du fait qu'on n'est pas entendu et on n'est pas considéré par les policiers en question et par le gouvernement, tout simplement. Donc, c'est à nous de comment faire les choses pour qu'on puisse avoir toutes les ressources à la portée de main pour pouvoir justement être encore debout et pouvoir continuer cette lutte-là. Parce que quoi qu'il arrive, que ce soit au niveau des violences policières ou que ce soit que les jeunes s'entretuent, il y a une justice, dans le sens où il y a une procédure. Ça, c'est coûteux. C'est très, voilà, ça coûte très très cher, parce qu'il faut aller chercher les sous, et on n'est pas préparé à ça. Et les avocats, comme disait une des mamans tout à l'heure, les avocats sont coûteux. Donc ceux qui ont les moyens peuvent effectivement se payer des avocats à 60 000 €. D'autres ne peuvent pas. Donc d'autres, c'est avec le, comment on appelle ça, l'aide juridictionnelle, ou voilà, et ça... L'argent de la drogue, parce que moi c'était le cas, c'était l'argent de la drogue qu'il avait donné à son avocat. Oui, voilà. En fin de compte, on se dit quoi? On se dit mais l'avocat, lui aussi, il est complice en fait. Bien sûr. Parce qu'il accepte l'argent sale. Oui. Et tu te dis, mais attends, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans cette justice, quoi. Oui, bah oui, complètement. Tu te dis, mais attends, il avoue devant tout le monde qu'il n'a jamais travaillé, mais il a payé un avocat à 60 000 €. Oui. Il y a un truc de dingue. Et souvent, même, ça se termine par des noms, tout simplement. C'est que ça. Voilà, c'est pas des choses qui sont une merde, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de considération, tout simplement, quoi. Voilà, c'est toujours sur les mêmes que ça tombe, dans le sens où ce sont toujours les Noirs, les Arabes, mais maintenant, personne n'est à l'abri de... Aussi les Noirs et Arabes. Oui, voilà. Le pauvre, il est mal tombé. Et aujourd'hui, personne n'est à l'abri, quoi. Je veux dire, il y a aussi des Blancs qui sont tirés dessus au niveau des flashballs ou autres, parce qu'ils défendent d'autres personnes qui vivent ça au quotidien, ou tout simplement parce qu'ils sont contre ça, ou tout simplement c'est pour leur propre survie aussi. Et voilà, c'est tout ce que je dirais, dans le sens aussi qu'il y avait une personne tout à l'heure qui disait qu'effectivement, à un moment donné, on se retrouve seul, nous ça fait 12 ans. C'est vrai qu'on ne s'est jamais retrouvé vraiment seul, parce qu'à chaque fois qu'on fait une marche pour la mine, il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde et ça fait vraiment chaud au cœur dans le sens où on se dit on est en train de faire on se bat pour quelque chose pour justement que les personnes se souviennent de lui rendre hommage et surtout aussi que les gens sachent pourquoi il a été tué. Et nous de notre côté on a aussi mis en place une campagne pour interdire les techniques d'immobilisation mortelle. Parce que c'est par ça aussi que Adama Traoré a été tué. Parce que c'était le plaquage ventral. À Giziri, c'était le pliage. D'autres, c'était la pile d'étranglement. Pour que toutes ces techniques qui sont apprises en école de police soient interdites. Parce que ça tue, tout simplement. Et qui sont interdits dans certains pays. Oui, et pas d'autres, effectivement, c'est ça. Donc il y a encore un grand combat à venir au niveau de la France. Et c'est à nous de nous lever pour pouvoir agir parce que c'est pas le gouvernement, c'est pas l'État français qui va s'occuper de notre cas, quoi. Malgré que c'est eux qui causent quand même nos morts, mais voilà, que ce soit au niveau des violences policières ou au niveau des guerres entre quartiers, quoi. Et l'autre chose que je voulais ajouter, c'était que je ne sais plus, je ne me souviens plus parce qu'il y a tellement de choses
à dire. C'est surtout que quand tout à l'heure vous avez dit qu'effectivement on est là aujourd'hui, mais voilà, est-ce que derrière ils vont nous entendre? Et qu'on puisse déjà s'entendre entre nous, dans le sens où, voilà, de pouvoir savoir, moi aujourd'hui je suis là, je ne savais pas que j'allais rencontrer d'autres mamans, ma mère elle est là, elle ne peut pas prendre la parole parce qu'elle est, voilà, elle est toujours prise d'émotion, elle préfère ne pas pleurer devant les gens, même si au quotidien elle le fait voilà, à la maison, quoi. Nous par exemple on est encore aujourd'hui debout, je suis issue d'une grande fratrie, on est quand même assez soudés, on se soutient mutuellement, mais en même temps lorsqu'on voit que notre mère s'écroule ou bien notre père s'écroule, c'est comme si c'était nous qui, voilà, c'est eux qui nous font aussi qui nous font tenir, oui, tout simplement. Et je pense que eux aussi tiennent par rapport à nous, parce qu'ils savent qu'ils ont encore d'autres enfants, dans le sens où les parents sont là pour protéger les enfants, mais on a aussi un regard sur eux. Même un petit enfant observe son père ou sa mère, et dès qu'il voit que le père ou la mère n'est pas bien, tout de suite l'enfant le perçoit. Nous, en tant qu'adulte, on le sent, quoi. Et je parle en tant que mère, moi-même je suis mère aujourd'hui, et je sais je ne peux pas non plus parler à la place de ma mère, parce que je sais que la douleur qu'elle a, elle est différente de la mienne. Moi, c'est un frère que j'ai perdu. C'est pas un enfant. Mais en tant que mère, aujourd'hui, même simplement le fait que quelqu'un va regarder travers ma fille, ou bien quelqu'un va, malgré qu'elle a aujourd'hui 24 ans, ou quelqu'un va lui parler mal, ça va me faire un espèce de pincement au fond du ventre, quoi. C'est là qu'on se dit que le cordon ombilical n'est pas coupé. Et donc quelqu'un qui va effectivement parler, qui va maltraiter ma mère, c'est pareil. Donc voilà, je sais ce que c'est la douleur d'une mère, parce que je suis mère, et je sais ce que c'est que la douleur aussi d'un enfant qui voit souffrir son parent, parce que je suis la mère de ma fille, la fille de ma mère, voilà, tout simplement. Et voilà, voilà, vous êtes toutes des mères courage, parce que c'est vous qui nous faites tenir. Quand on voit durant les marches commémoratives des mères qui sont là debout, nous, ça nous encourage aussi. Et comme par exemple ma fille me voit debout, ça l'encourage aussi. Quand elle voit sa grand-mère debout, ça l'encourage. Mais quand elle voit sa grand-mère en train de pleurer, elle est détruite. Et est-ce que voilà, ça va changer de faire ce genre d'événement, moi, je pense de faire des marches? On regarde combien de marches, tu dis ça fait 12 ans? Oui, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans, oui. Donc moi... Oui, ça fait 12 ans, mais aujourd'hui... ça leur passe comme ça en fait, au-dessus de la tête, mais oui, là-haut. Mais moi j'ai balayé l'État, parce que l'État, voilà, je compte plus sur l'État, tout simplement. Parce que si je comptais sur l'État, voilà, on avait été donné par l'État dans les débuts, on avait espoir, même notre mère avait espoir. Notre but c'est quoi en fait? Notre but c'est quoi? C'est de faire réagir les gens qui sont au gouvernement. Oui. Mais en fait, pour les faire réagir, il faut que ça leur arrive à leur propre enfant. Oui, ou peut-être par le biais des associations. Il y a des acteurs d'associations ici, peut-être. Mais moi, je pense qu'il faut déjà commencer par nous-mêmes, parce que nous, voilà, parce qu'on est tous... On a déjà perdu notre enfant, on va encore donner encore de notre temps. Mais nous, tout ce qu'on fait, le fait de marcher pendant 12 ans, là, c'est pas pour que la mine revienne. La mine non, ne oui, je pas. sais, mais ça a fait changer quelque chose dans les gouvernements. Non, le gouvernement, il faut le mettre de côté. C'est surtout de nous c'est à eux de changer les choses, d'arrêter de former les policiers. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Vous redonnez d'autres exemples d'autres jeunes qui se sont fait encore assassiner par des policiers, avec des prises encore pour lesquelles vous combattez aujourd'hui. 12 ans après, c'est toujours encore le cas de oui, mais 12 ans après, mort encore aujourd'hui. Parce que pour la mine, c'est au niveau des violences policières, 12 ans après, aujourd'hui, ça se passe encore pire. Oui, peut-être encore pire, mais il y a plus de déni de violences policières. Il y a de mémoire aussi. On entend dans les médias partout, il y a plus de déni, quoi. Donc les violences policières sont connues. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire, mais non, c'est pas possible, la police ne fait pas ça. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe et que la police est présente, les gens ont tout de suite le réflexe de prendre leur téléphone et de filmer. Et c'est ce qui fait qu'il y a des affaires où effectivement les choses avancent un petit peu aussi. Mais après, au niveau des quartiers, peut-être qu'il y a un besoin réel à faire au niveau des travailleurs sociaux, au niveau des quartiers. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent aussi, quoi. Et nous, on a les moyens. Oui, mais la plupart du temps, quand on nous répond, c'est oui, il n'y a pas de moyens. Donc, les moyens, il faut les trouver nous-mêmes. Mais en fait, déjà, le problème, il est de votre faute.
Donc en fait, pourquoi vous voulez qu'on trouve les moyens? C'est de votre faute. Parce que ce sont nos enfants qui tuent, tout simplement. Voilà, C'est nous, on se lève voilà. pas, qui va se lever. C'est ça Ben, aussi. on se lève, mais La famille reste pas seule. Bah oui. Et c'est pour ça que ce genre d'initiative, de groupe de parole, c'est thérapeutique aussi. Hein. moi Dans je le vais vous sens dire, où- la politique à la télévision, je sais que j'en ai tellement marre d'entendre Ah bah, que j'y crois plus. bah oui. C'est On du fait pas blabla, de blabla, qui ont blabla. voté. Ça se blablater et pas agir. Donc, moi j'en ai marre, moi je veux qu'ils agissent aujourd'hui et pas demain. Bah, on sera, si on attend après eux, on sera toujours déçus. Voilà, C'est pour ça que j'attends plus rien d'eux, quoi. 12 ans de déception, hein. 12 ans de déception, ça n'empêche pas que, que demain, aujourd'hui, on est encore debout et qu'on va continuer encore pour mener cette campagne jusqu'au Mais bout. c'est pas ça, c'est que vous combattez depuis 12 ans Oui. et à la date d'aujourd'hui c'est pire qu'avant. Là, C'est- un par an dans notre quartier, dans notre Oui, à bien sûr. Levé-sur-Seine, 4 jeunes qui sont morts les années après les autres. On l'a enterré lundi dernier, là, le petit jeune là, qui s'est pris une balle dans le cou, là. Lundi dernier. Donc, en fait, l'État attend quoi? Même si on n'attend plus après eux, on va attendre quoi après? Il faut tout changer, en fait. Oui, Il faut changer le système judiciaire, il faut changer les gens qui nous gouvernent, il faut changer plein de choses. C'est à nous de gouverner notre pays. Oui. Donc il faut nous entendre, en fait, c'est à nous de gouverner notre pays et à vous d'agir selon nos dires. Oui. Donc quand est-ce que vous allez nous entendre, en fait? En quelle année? Plus de personnes d'autres. Non, je crois qu'il faut qu'on soit 3-4 mamans et qu'on s'immole. Oui. Et peut-être que là, on va nous entendre, en fait. Et les enfants qu'on va laisser derrière nous. Non, mais voilà. Oui, voilà. Ça, Bah oui. je ne veux pas dire C'est qu'on va le vraiment faire, d'arriver à mais il une- faudrait à que une l'État décision, nous quoi. fasse ça. Là, les jeunes qui s'immolent dans les écoles, Bah oui, ça, on les entend faut pas un tout non petit plus peu, que on va lâcher un petit peu de pognon. Oui. En fait, un enfant qui meurt, on donne un peu de pognon. C'est ça la France. Moi, je suis désolée, c'est pas ce que je veux. Hein. Moi, je préfère me sauver d'un pays comme ça. Hein. Moi, je vois une différence, madame, entre il y a 12 ans et maintenant. Moi, j'ai beaucoup suivi du coup l'affaire de la mine, puisque moi, j'habitais dans un quartier à côté, à Paris. Et entre la mort de la mine et aujourd'hui, Ibrahima, le dernier qui a été tué par la police, moi, je vois une différence. Je vois que les fruits de ce combat, parce qu'avant, c'était pas médiatisé. Et parce qu'avant la mine, il y en avait plein, mais on ne connaissait pas leur nom. Il n'y avait pas de marche. Et le soulèvement populaire a fait qu'aujourd'hui, les gens parlent, les gens se mobilisent. Je pense notamment à Amel Bentounsi avec son frère qui a été tué, qui a créé un collectif Urgence Notre Police Assassine. Aujourd'hui, je pense que les choses se font en fait. C'est peut-être pas assez vite malheureusement, mais en tout cas ça se fait. Et avant on n'en parlait pas, aujourd'hui on en parle. Aujourd'hui on fait condamner des prisonniers, des policiers pardon. Aujourd'hui on gagne certains procès. Aujourd'hui on se soulève, on fait des cagnottes, on accompagne les gens. Alors qu'avant les familles se sentaient seules. Aujourd'hui moi je vois quand même, je suis peut-être utopiste, mais il y a quand même pour moi de l'espoir. Je vois vraiment une vraie différence entre il y a 12 ans et aujourd'hui. Il y a 12 ans, avant, on n'organisait pas un événement avec une cinquantaine d'artistes, des locaux qui sont prêtés par les collectivités. Il y a un mouvement, après c'est à nous de le créer malheureusement parce que ça ne viendra pas dans le Peut-être que voilà, peut-être qu'il ne va pas à la ligne qu'on voudrait, il ne va pas aussi vite, mais il y a des choses qui se mettent en place. Juste, il y avait une petite question de Linda. Et après... Non, je voulais du coup reprendre ce que vous avez dit, la dame. Je voulais dire peut-être pas la même chose. En vérité, votre combat depuis 12 ans, on le voit maintenant. Parce que maintenant, on sait que la force des médias, elle est incroyable. Et grâce aux vidéos des jeunes qui filment quand il y a une altercation et que ça soit relayé dans les médias, du coup, maintenant, on voit que quand il y a une bavure, on a vu avec l'affaire Théo, avec l'affaire Adama Traoré, et tout de suite, tout le monde est au courant. Oui, je pense que c'est grâce à vous qui déjà avez préparé le terrain depuis 12 ans, qui vous battez, et quand il y a des drames comme ça, du coup vous êtes là encore et encore. Finalement, peut-être que 12 ans, au final, il y a longtemps, mais c'est grâce à ça que aujourd'hui, on en entend parler encore et encore. Donc continuez, ne lâchez pas prise, même si c'est dur, même si c'est éprouvant, même si vous êtes aujourd'hui c'est tellement banalisé qu'il faut se battre. Parce que du coup, c'est parce que c'est banalisé qu'il faut se battre. Il y avait des personnes avant qui effectivement ont aussi commencé à tapisser un petit peu les choses aussi. Quoi, et là vous en avez entendu parler du jeune qui s'est fait assassiner il y a 2 semaines, non? Oui. Pas du tout. Ibrahima, on en a entendu parler, Adama Traoré, chose qu'avant, c'est vrai qu'à l'époque, voilà, moi j'ai 30 ans, mais il y a que là 10-12 ans, c'était pas super médiatisé. Vraiment, ça allait vraiment être dans le royaume. Parce que c'est médiatisé, puis on le sait. Médiatisé, en même temps, ça permet aux gens, du coup,
d'un seul coup de pouvoir se mobiliser, de pouvoir aller apporter le soutien qu'il faut à telle ou telle famille par rapport à l'événement qui s'est passé. Ou même le soutien aux familles, mais c'est oui. pas le but. Le but, pour moi, c'est l'État qui doit se réveiller. Oui, mais bien sûr, ça a un impact. En même temps, La justice a un impact. Il y a quelques années, voilà, c'est tout frais encore. Nous, ça fait 12 ans, peut-être qu'après après 12 ans, ça a pris un peu de recul sur certaines les choses armes aussi. sont plus sur le terrain. Donc moi, je me dis, l'État laisse passer encore les armes. En 2019, quoi. Et c'est quoi qui tue les enfants d'aujourd'hui? C'est les armes, les policiers. Je peux me permettre je pense que là on parle d'un côté de violence policière, de toute manière on parle des rixes interquartiers ou des crimes qui peuvent se passer dans nos quartiers. Je pense qu'on n'est pas, moi je suis assez d'accord avec vous deux, pas oublier, moi je me mets aussi à votre place et je suis aussi tout ce qui se passe dans le quartier. On n'a pas vraiment d'évolution de tout ce qui se passe dans les rixes. Au contraire, je trouve que ce qu'on a répondu par rapport aux violences policières, on peut répondre par rapport aux jeunes. Aujourd'hui, ce qui a évolué, c'est qu'on filme les actions de violence policière, on les condamne par la vidéo. Aujourd'hui, les jeunes se filment eux-mêmes pendant leur acte. Donc, moi, je comprends cette maman quand elle dit ça. On avance, certes, en termes de violence policière, ça les empêche pas de continuer à nous tuer, mais on avance, on a des victoires à notre manière. Mais c'est vrai que, dans un autre côté, on régresse. Quand on voit les riches, je dis ça a toujours existé, certes, mais aujourd'hui, c'est de manière récurrente. Les jeunes se filment eux-mêmes, ça veut dire qu'en fait, c'est même plus vraiment se venger sur un truc, c'est plus devenu du cinéma aussi d'une certaine manière. On va frapper quelqu'un, on va être fier de soi, on va le filmer, l'envoyer. Donc je comprends aussi, c'était juste pour recentrer, c'était pas une question. Et je voulais passer à Manu juste après, parce que voilà, il y a Manu, Isa, Aïna et ensuite Christelle. Parce que je vous ai tous, ne vous inquiétez pas. Moi je voulais dire d'abord, surtout faire gaffe évidemment à ne pas opposer les différentes Exactement, bien sûr. Parce qu'il y a forcément quelque chose à la base qui est commun. Est-ce que c'est la police, l'État, ça a creusé, c'est encore loin. Par contre, j'ai oublié, mais je me suis rappelé quand on s'est connus il y a 3 ans, aussi, on parlait de tout ça parce qu'on s'est parlé dans le cadre des violences policières. Et je me rappelle que je vous disais que c'est fou quand même, aussi tous les jeunes morts qu'on voit passer sur Facebook, justement, dû à des risques dans le quartier. Déjà, on pensait à cette dimension-là. Et sinon, je voulais rebondir sur l'histoire que tu as évoquée à propos de la policier. En fait, il y a une spécificité très forte, c'est que c'est le seul procès de vie. La grande différence des familles de victimes tuées par la police, c'est qu'on leur refuse le procès. C'est pour ça qu'ils vont de non-lieu en non-lieu. C'est tout ce qui leur arrive au début, les premières fois qu'ils sont touchés, c'est de se dire je fais confiance à la justice de mon pays. Et je me rappelle que c'est arrivé à ça, au début, c'est ce qu'elle disait aussi. Et tous, très rapidement, ça va faire un an, je crois, d'expérience, c'est ce que Ramata leur dit à chaque fois, quand on les voit, c'est qu'ils vont faire l'expérience qu'on leur refuse la justice. Que cette lutte n'est pas, c'est plus une lutte évidemment pour la mémoire, pour le soutien, l'entraide mutuelle entre les différents collectifs, mais surtout de savoir que finalement, ils n'auront jamais droit à un procès. Enfin, l'objectif, ça serait d'avoir un procès, ça serait une immense victoire. Même si on se fait guère d'illusions sur la condamnation du juge assassin, derrière, il n'y aurait pas de... Le simple fait d'avoir un procès, c'est une tribune publique que justement leur refuse la justice, leur refuse l'État. C'est ça la grosse différence. Pour compléter ce que tu dis, oui, et comme il disait, nous on n'a pas eu il n'y a pas eu de justice. On n'a pas été au tribunal, le rien. Même la reconstitution par rapport à comment ça s'est passé, c'était dans le bureau du juge. Et s'il faisait office, par exemple, de voitures, c'était des chaises qu'on déplaçait comme on déplace une feuille, enfin voilà, des choses comme ça. Et même l'ami, au moment où il est parti seul. On n'était pas là. Donc vous avez quand même pu voir peut-être votre fils, même quelques minutes. Nous, on l'a vu, mais c'était quand il était à la morgue. Voilà, avec un drap couvert jusqu'à ici, on voyait que le visage. Et il y avait une vitre qui nous séparait. Donc on n'a même pas serré non plus dans les bras. Voilà, il y a tout ça qui reste. Donc c'est pour ça que je vous dis que ces genres de rencontres, de groupes de parole, c'est important pour les familles dans le sens où je vais pas... la façon dont je suis à l'aise à parler là, parmi vous, je vais dire que je ne l'ai jamais fait en dehors. Donc c'est vraiment nécessaire parce que c'est vraiment quelque chose qui nous aide aussi à rester debout, à continuer. Donc voilà, moi je félicite cette initiative et voilà, c'est à refaire. Il y a le côté juridique où on se bat au quotidien, mais aussi
aussi pour pouvoir rester debout et continuer à suivre les dossiers juridiques. Il faut aussi ce genre d'événements pour nous rebooster et de rester debout. Il y avait Isaac qui avait une question. En fait, c'était plus pour rebondir sur ça. Alors attendez juste une seconde. Moi je préfère. J'ai trouvé quelqu'un qui s'est rendu un peu plus bavard. Et je pense que peut-être que la maman de la mine a des mots à dire. On est entre nous, vous pouvez vous lâcher. Je vois que vous commencez à parler. On veut tous vous entendre. Non, ça va aller. Ma fille a déjà On peut parlé. continuer le débat si vous voulez. C'est pas vraiment pour vous exprimer, peut-être pour donner votre avis comme vous le faisiez. Elle a déjà tout dit. Moi, ce que j'ai en train de dire seulement, j'ai dit que même les enfants qui sont en train de se tuer entre eux, les polices, ils sont dedans. Ça, c'est sûr. Parce que s'ils sont mêlés, les jeunes comme ça, ils sont en train de se tuer. Et maintenant, ils sont tranquilles, ils vont tuer encore, rien n'est pas. Et surtout qu'ils peuvent tuer et mettre ça sur le compte des règlements de compte. Il y a tout ça. Voilà. Oui, rien ne fait de rien. Exactement. Les policiers, ils sont dedans. Ça, c'est sûr. Il y a rien. Il y avait Isa d'abord, excuse-moi, désolé. Ouais, parce qu'en plus on t'a rarement exactement ça. On en avait marre de Ramata en fait. Non, regarde Isa, t'écoute. En fait, c'est plus pour rebondir. En fait, ça avance, mais effectivement, ça avance trop doucement. Quand tu prends l'affaire Bentouti, il y a une condamnation, mais c'est une condamnation de merde pour moi. C'est symbolique sur 6. Mais par contre, là où elle a été très forte, c'est qu'effectivement, elle l'a ramené. Enfin, il y a eu un procès. Et ça, c'est très fort. D'autres choses où on voit, où sur les violences policières, ça avance un peu, c'est que là, il y a 2 jours, en gros, il y avait une pétition qui tournait parce qu'il y a des députés qui demandaient le fait d'interdire de filmer les violences policières. Et la pétition a fait que, donc déjà, si ces gens-là demandent d'interdire de filmer les violences policières, c'est que en gros, là, de plus en plus de personnes le font et c'est que ça dérange. Et donc la pétition, et c'est là où en fait le peuple a sa place, la pétition en fait elle a marché puisque du coup ils vont pas faire cet amendement-là. Maintenant, sur les risques, je suis d'accord avec toi, c'est pas la même avancée et effectivement on régresse. Mais par rapport au fait que tu dises, et j'entends, il y a de quoi lâcher l'affaire, hein, plein de fois, déjà, nous en tant que militants, c'est très dur, et c'est vous mesdames, et c'est vous les familles qui nous permettez de tenir, parce que des fois on a envie de lâcher l'affaire, on se dit, on n'avance pas, mais en même temps, quand on vous voit vous, on se dit, on ne peut pas se permettre d'arrêter. Et le truc, c'est que moi je me pose juste la question, est-ce que si on fait, en gros, déjà en faisant ça avance peu, alors imagine si on ne fait plus rien. Moi, c'est juste là où je me dis, peut-être qu'il faut continuer pour ça, parce que ça avance tout doucement, mais ça avance un petit peu quand même. Je sais pas. C'est des réflexions, je pense, en même temps que je parle. C'était pas une question, en plus on tranchait. C'était très pertinent. C'était, Isa, on a parlé, c'est sur l'amendement contre le fait de filmer les violences policières, mais Isa a tout dit. Ah non, bon. Alors juste, on va passer du côté de Christelle, on verra après ce qu'il y a juste Farid après. Non, je pense que je suis pas la seule à vouloir vous dire de ne pas lâcher l'affaire et de ne pas partir dans... de ne pas avoir la tentation de partir dans le pire. Parce que malheureusement, comme vous dites bien, je pense que l'État... c'est horrible ce que je veux dire, mais je veux dire, ils s'en foutent. On a vu le jeune étudiant qui s'est moulé, ça n'a pas donné grand-chose. Il y a... On vient des francs-moisins, il y a quelques années de ça, il y a des mères de famille qui étaient à bout, qui se sont suicidées en termes de problèmes de logement, pour des choses comme ça. Ça ne s'est rien passé. Moi, je voulais dire qu'il faut continuer en fait à se voir, à s'unir, parce que même si on a l'impression que ça ne sert à rien, ça sert quand même à quelque chose. Il y a plusieurs années, on a rencontré la famille Dieng quand le drame il leur est arrivé. Et à l'époque-là, tu me reprends, je pense qu'ils croyaient encore beaucoup à la justice. Nous, on a fait malheureusement partie des gens qui étaient en train de leur dire, nous, c'était les gens du mouvement d'immigration et de du MIR. Peut-être que la justice, ça ne va pas le faire.
ça risque de pas du tout fonctionner, mais il faut continuer à se battre parce qu'il y a quelque chose. Il y a une chose sur laquelle il faut se battre, c'est sur la version de l'histoire. Sur ça, vous pouvez vous battre. Et si la famille, elle n'avait pas lâché l'affaire, si elle n'avait pas, été entourée d'autres gens, de militants, des gens du quartier, des gens de leur famille, qui se tiennent, la version de l'histoire, elle ne serait pas sortie. Comment exactement il est arrivé ce qu'il est arrivé? Comment l'ami est mort? Il n'y a pas que dans cette affaire-là, parce que tout à l'heure, Manuel, tu disais, il y a eu d'autres procès quand même. Je tiens à le rappeler, des procès, alors pas où les flics ont été forcément condamnés, hein, il y en a eu certains où ils ont été condamnés avec des peines à 2,50 francs et tout ça. Mais il y avait eu, souvent on parle de cette affaire, l'affaire de Youssef Kaïf en 91, parce qu'elle était partie aux assises. Le policier l'a été acquitté. Il y a eu 10 ans d'instruction, 10 ans de lutte avec la famille pour se battre pour ce que tu disais, par même pour des choses comme la reconstitution. Il a fallu aller occuper devant le tribunal, faire des manifestations pour une reconstitution, des choses comme ça qui n'arrivent pas, comme je disais, dans une autre France. Il n'y a que la France, la deuxième France qui doit pas faire des choses comme ça, c'est fou. Et à la finale, en 2001, le policier s'est fait acquitter, il s'appelait Pascal Hublot. Il s'est fait acquitter, mais le lendemain, je crois que c'était Libération qui titrait, c'était quoi, Farid? Un policier, un meurtrier acquitté, un coupable acquitté. Alors on n'avait pas gagné, hein, mais la famille n'a pas gagné. Mais il y a quelque chose là, à l'époque c'était le mec de TF1, je ne sais plus, c'est Clermont, je ne sais pas qui était un journaliste là, de TF1. Ils en avaient parlé même à la télé, enfin au TF1, et puis à l'époque c'était pas comme maintenant avec les réseaux sociaux, je veux dire tout le monde regardait TF1. Donc tout le monde avait l'info en même temps. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a cette histoire, il y a cette vérité pour laquelle il faut se battre, la vérité que vous parlez, de comment l'État il est lié dans les histoires de risque, comment les jeunes, comment ça se fait qu'ils se font tous filmer. Tout est filmé aujourd'hui. On le sait que les jeunes, quand ils s'embrouillent, c'est filmé, c'est machin, c'est tout. Ça n'aboutit pas. Pourquoi? Enfin bon, voilà. Parce qu'ils sont dedans. Et voilà, comme on dit, madame. Parce qu'ils sont dedans. Ouais. On était à Toulouse il n'y a pas très longtemps. Bon, après, je ne vais pas m'étendre. On était à Toulouse il n'y a pas très longtemps dans un quartier qui s'appelle les Isards. Il y a une sacrée alliance. Mairie, police, bailleur au PHLM. Dans ce quartier, il y a 6 mois, il y a eu un mort. Tous les 6 mois, il se passe quelque chose. Ça n'avance pas. Les mères de famille se font, c'est ce que je me demandais tout à l'heure si vous n'avez pas eu ils se font mettre la pression, ils se font harceler. Enfin, je veux dire, les familles se font se taire. Et on voit plus d'autres issues que si les habitants ils occupent pas le quartier, je vois pas comment ils vont réussir à. Ce qui paraît même insensé. Parce que l'État, la mairie, la police, il n'y a personne. Donc moi j'ai envie de vous dire non, il faut continuer à se voir en fait. Faut que vous restiez dans le combat. Vous êtes une femme courageuse. Vous êtes une femme guerrière. Oui, on est des femmes guerrières, il n'y a pas de souci là-dessus, mais même avec les médias, tout ça, je ne sais pas si on arrivera à se faire entendre en fait. Vite, moi c'est surtout dans l'agissement que je trouve que l'État ne nous aide pas, quoi. Voilà, il n'y a rien qui... C'est à long terme, malheureusement. Je sais que même au temps des premières personnes qui arrivent en France, les premiers migrants, je pense qu'il y avait des choses vraiment pires. Il y a des gens qui rentraient pour un contrôle qui ne sont jamais sortis. Et il n'y avait rien pour ces gens-là. Les parents, même des fois, même s'ils savaient qu'il y avait des choses suspectes, attaquer la police, c'était impossible. C'était impossible. Donc je pense c'est très dur, on est encore très loin d'avoir des combats, mais je pense qu'on y arrive maintenant. Une personne qui subit des violences, soit de la police ou autre, ose le dénoncer.
Alors qu'avant, même limite, même culturellement, on pouvait te dire, mais non, mais arrête, ils ont toujours raison, c'est la police, tu peux pas manquer de respect, oui, mais c'est eux qui m'ont dit, non, tu peux pas, c'est comme ça. Donc je pense que c'est un combat qui est très long, qui malheureusement ça va être sur du très très long terme, mais qui aboutit. Parce qu'il y a des choses qu'on arrive à faire aujourd'hui, malheureusement, qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc je pense que et nous voir unis petit à petit, dénoncer, ça leur fait peur. Même dans un petit quartier comme Sarcelles, quand on est un peu avec eux, ils n'ont pas peur. Quand on se met à l'écart et qu'on se rebelle à notre manière, ça leur fait peur. On est un petit groupe. Ça va leur faire plus que ceux qui sont autour d'eux, qui vont essayer d'arranger les choses. Ça leur fait pas peur, donc... Non, mais juste, Macron, il a dit 2 ou 3 manifestations en France, excusez-moi, j'en ai à peine entendu parler. Donc, excusez-moi, nous, notre combat, il va falloir qu'il dure 40 ans pour qu'on puisse nous entendre. C'est mort. 40 ans, je me serais pas Macron, je serais mort. c'est pas l'indicateur de ce qu'il avance ou pas. Non, mais l'État, quoi. Mais il ne faut pas s'y attendre. Il va jamais dire effectivement ça fait peur, il y a trop de mobilisation. Il va toujours ils vont l'étouffer. Malheureusement, il faut que ça leur arrive à eux pour que ça puisse avancer. Donc ça donne des mauvaises idées en fait. Les généraux, ils n'envoient pas leurs propres enfants avec des soldats. En fait. Voilà, c'est un peu. Donc c'est le serpent qui se mord la queue quoi. Je vais te faire. Non, moi je voulais pas m'exprimer, pardon. Et pour l'instant, juste parce que j'entends en fait, je le comprends, je ne me mets pas à votre place parce que je ne l'ai pas vécu. J'imagine la douleur que c'est encore là, c'est chaud. Du coup, effectivement, vous avez envie que les choses changent tout de suite. Et c'est normal à votre place. En fait, sauf que ça prend du temps. C'est ça, ça prend du temps parce que c'est une question compliquée. C'est une question qui concerne tous les habitants dans les quartiers. Parce que, on va dire, ce sont nos propres enfants qui sont produits. Donc à un moment donné, si on fait un parallèle avec la question des violences policières, si on regarde l'origine à aujourd'hui, il y a un bond en avant qui a véritablement été fait. Il a été fait pas grâce à l'institution, pas grâce à l'État, ce n'est pas leur problème ici. Parce qu'on a une police en France qui est la police que le politique a voulu. Donc ça c'est comme ça. Donc il décide d'avoir une police du coup dont la seule fonction c'est le maintien de l'ordre pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire d'un point de vue politique, s'accaparer les richesses et autres. Je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Mais voilà, on a une police qui est celle que l'État veut. Un projet politique, qu'il soit de gauche comme de droite, depuis toujours c'est ça. Et s'il y a eu des avancées, si aujourd'hui ces affaires, on en parle comme vous dites, elles sont médiatisées, il y a des livres, il y a des films qui sortent, il y a des réactions qui s'organisent, il y a des mobilisations, les réseaux sociaux, c'est aussi une grande aide, il y a des gestes aussi par les habitants les uns les autres qui s'organisent, c'est parce qu'il y a une histoire. Il y a une longue histoire de mobilisation par les premiers concernés qui a fait qu'aujourd'hui, ça ne peut pas se passer de la même manière qu'avant. Sauf que je comprends que ce soit effectivement difficilement entendable, parce qu'on voudrait que ça se règle tout de suite, en fait, la situation dans les quartiers. Donc prenons le parallèle sur la question des violences policières. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette question des jeunes qui s'entretuent dans les quartiers, du problème des armes, vous avez raison, on ne rentre pas comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a aussi les moyens de savoir, quand on veut s'intéresser à une question spécifique, l'État a les moyens de savoir comment s'organiser, qui fait quoi. Si je prends l'exemple qu'a évoqué Christelle, sur les Isards, c'est quand même un quartier qui a été labellisé par l'État, par tout le monde, quartier de sécurité. Donc on va mettre les moyens de la police, les moyens de la justice, mais en vérité tout ça c'est du flot. Au trafic à l'intérieur, et les jeunes ils sont tués pour l'histoire du trafic. Voilà, donc c'est un leurre. Donc à un moment donné, comment on fait collectivement dans les quartiers par rapport à ces questions-là pour qu'à un moment donné, elles soient, en tout cas, qu'on fasse entendre notre point de vue sur le fait que ce n'est plus possible, qu'il faut que ça se passe autrement. Mais ça, c'est un rapport de force. Et il n'y a que le rapport de force, et c'est important ces moments-là, parce que du coup, on peut partager, on peut échanger, on peut entendre d'autres points de vue, et y compris ne pas désespérer, parce que c'est difficile, et qu'on peut être dans le désespoir, il ne faut surtout pas. Il faut garder l'espoir de se dire, il faut que je continue. Parce que c'est ça qui nous fait venir, c'est ça qui nous fait avancer. C'est ça qui fait qu'on a envie de rester debout, parce qu'on se dit, on ne va pas laisser faire, à un moment donné, il faut qu'on y aille.
et que de se retrouver à plusieurs, de voir que d'autres agissent à d'autres endroits sur ces questions-là, c'est ce qui aussi peut nous renforcer. Donc la question, c'est comment on fait. Prenons l'exemple sur la question des violences policières. Sur l'engagement, les batailles, les mobilisations, les sit-ins, je sais pas, moi je donne un exemple tout bête. Là où vous êtes, on organise un rassemblement de tout le monde et on descend tous dans cet endroit-là, puisque visiblement cette question-là des jeunes qui s'entretuent, elle est récurrente. Elle est récurrente, ça, souvent c'est à cause de la drogue. Donc légaliser la drogue, comme ça après peut-être que les choses vont s'améliorer. Mais pourquoi pas? Bah oui. Mais moi après, c'est une solution. Hein. C'est une solution, mais sauf qu'ils veulent pas l'entendre en fait. Oui, mais parce qu'il faut créer un rapport de force, c'est ça que je veux dire. Mais il y a des personnes qui ne voudront rien faire tant qu'il n'est pas dérangé par une mobilisation qui grandit, qui s'organise, qui fait savoir, qui raconte, qui interpelle et qui... ils ont des exemples dans les pays à côté en fait. Les exemples de pays à côté, par exemple, comme je disais... ça pourrit en profondeur dans la vie, quoi. Et moi je repense à ce que disait Samir, qui est un militant aussi du MIF. Quand eux, à Damary, ils avaient affronté la police sur les luttes de 97 à 2002, et ben il n'y avait plus d'embrouille entre les quartiers de Melun, Damary, Lemay, parce que tout le monde était uni en fait dans une direction commune. Tu vois. Et donc c'est là où on voit aussi qu'il y a une interaction entre ces deux choses-là. Et voilà, et je pense qu'il y a des toutes petites victoires, mais comme il disait, les syndicalistes disent c'est à force de perdre qu'un jour, tu sais pas pourquoi, tu finis par gagner. Mais si tu n'as pas perdu pendant 20 ans ou 30 ans, tu n'auras jamais gagné en fait. Tu vois. C'est peut-être ça, c'est accepter de perdre pour un jour gagner. En fait, on va faire une petite transition justement avec vous voyez, des combats et des personnes qui essaient de se battre comme ils peuvent, que ce soit par une petite action, par exemple on parle de grandes actions. Il y en a beaucoup, heureusement, et justement, c'est vrai que c'est long, on peut perdre espoir. Je sais qu'en fait j'aurais aimé écouter deux femmes qui sont dans le militantisme depuis tellement d'années pour voir ce qu'elles voient dans l'évolution ou pas des choses. C'était les Zouina. Elles nous ont appris beaucoup de choses. C'est des modèles pour nous. C'est des personnes qui ont battu depuis beaucoup d'années. Donc voilà. Moi non plus, c'est pas. Moi je ne vais pas parler. J'apprécie la démarche, tout ça, mais comme ce moment il est dédié en fait aux mamans qui ont traversé des drames sur ces questions spécifiques, violences policières et traite de monde contre très jeunes dans le quartier, clairement. Du coup je préfère, enfin voilà, moi je ne me sens pas à l'aise là pour parler mon parcours, peut-être un autre moment, mais voilà, je suis désolée, je vais rester sur la thématique. Est-ce que tu as quelque chose à l'autre Non, la seule chose que je peux dire, moi, de mon histoire, c'est que moi, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 17-18 ans, je suis révoltée par les injustices. Et c'est ça qui m'a fait me mettre debout et pour agir, parce qu'on ne peut pas non plus par les injustices de différentes formes. C'est compris la maltraitance de mes parents, ou de mes parents qui sont aussi, alors mes parents c'est des Algériens, dans un pays qui a été colonisateur, qui les a considérés comme des indigènes. Enfin bon voilà, ça c'est l'histoire. Et donc on est le produit de cette histoire. Donc à partir de là, soit effectivement on a la rage et on envoie tout le monde, on fait la guerre, c'est pas mon choix, soit on déprime et on s'autodétruit, ça n'a pas été le bien non plus. Alors après pourquoi, j'en sais rien. Ça, qu'est-ce qui fait que moi, je décide de me mettre debout et de dire, je veux comprendre ce qui m'arrive. Voilà, pourquoi c'est parce que Parce que c'est important de comprendre le contexte. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là? C'est quoi ce type de relation? Ça vient de quelle histoire? Pourquoi les institutions se comportent comme ça? Pourquoi? Et donc, c'est tous ces pourquoi, en fait. C'est tous ces pourquoi qu'à un moment donné, je suis allée chercher la réponse. En disant, je veux comprendre. Donc, j'ai cheminé seule. Pour l'institution n'a jamais été bienveillante avec moi, toutes les institutions, l'école, toutes, l'organisation politique, les syndicats, j'ai tout testé.
Parce que quand on cherche et qu'on veut comprendre et qu'on veut avancer, qu'on veut apprendre, bah, du coup, on tape au ciel des portes. En se disant, bah, tiens, il y a un truc, voilà, la gauche, machin, allez, on passe. Les syndicats, hein, on passe. Je vais vite, hein, c'est pour dire qu'à un moment donné, il ne faut pas abandonner. Après, moi, je vais dire, ce qui fait que mon parcours chez lequel je me suis construit, c'est une organisation, c'est la seule en qui j'ai cru, c'est le MIB, moi, l'immigration de banlieue. J'ai la chance de les rencontrer, de les côtoyer, parce que voilà, Farid, on est de la même ville, et puis après, c'est des petits réseaux, et puis on se rencontre, et puis petit à petit, on continue à faire, on commence à faire un chemin ensemble, et après, j'ai envie de dire, c'est mes semblables, ils me ressentent, ils viennent des quartiers, c'est des galériens, voilà, je dis entre guillemets, comme nous, en fait, dans le sens où il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de truc, qui tente de faire quelque chose, de fabriquer une maison qui a du sens, et qui à l'intérieur, moi je dis le MIB, c'est la seule organisation que j'ai rencontrée, qui traitait de questions qui étaient abordées par personne et que personne ne voulait entendre. Aucune organisation politique, aucun syndicat, rien, personne. La question des violences policières, c'est le problème de personne. La question de la double peine, c'est le problème de personne. La question de la situation des gens en détention et des suicides, voilà, c'est-à-dire toutes ces questions-là. Et donc, moi, c'est ça qui m'interpelle en fait. Et donc, j'ai eu la chance, voilà, de les côtoyer, de faire un long parcours avec eux. Je peux dire que j'ai tout appris avec eux. Y compris le fait de ne pas baisser les bras, de toujours... En fait, on ne peut pas attendre des autres quelque chose que de toute façon on sait qu'ils ne nous donneront jamais. Et après, ça c'est le fruit de toutes les histoires de lutte. Dire que les femmes, elles ont des droits, elles ont pu avancer parce qu'elles sont battues pour elles. Et elles n'ont pas attendu que quelqu'un vienne leur donner des droits. Parce que ça ne marche pas comme ça, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Donc, quelle que soit la question, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est oui, c'est d'essayer de rencontrer comme ça se fait là, des gens qui partagent un peu, du coup, nos questions, nos situations. Du coup, une réflexion aussi sur la question, parce que vous parliez tout à l'heure, c'est ça moi qui m'a... Enfin, je sais qu'on peut être tenté par ça, mais du coup, quand on n'en arrive pas, c'est qu'on a tout abandonné. Est-ce qu'il ne faut pas s'isoler 3-4 femmes qui viennent là, quand on s'isole, c'est que ça y est, on a baissé les femmes. C'est qu'on ne va plus rien faire. Donc je sais que c'est difficile, mais il faut continuer. Voilà, c'est la seule chose que moi j'ai envie de dire. Et regardez tous les combats qui ont été menés par ceux qui étaient là avant nous. On n'est pas les premiers. On ne sera pas les derniers. Parce que la vie est comme ça. C'est qu'il y en a qui ont un pouvoir et ils ont un pouvoir de décider pour tout le monde de ce qui est bien pour eux-mêmes au détriment de tous les autres. Voilà, ça c'est le fonctionnement de toutes les sociétés. Et bien à un moment donné, ce qui fait que ça change, c'est qu'en face, il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne sont pas d'accord, qui n'acceptent pas, qui se mettent des limites et qui disent ça ne va pas se passer comme ça. Donc comme toutes ces familles qui se sont battues par rapport à leur histoire de violence policière en disant, comme c'est très bien Christelle, c'est on se bat contre un titan. Mais ce qui est important, c'est de raconter l'histoire. C'est de raconter l'histoire du point de vue de ce qui s'est véritablement passé. Pour qu'on arrête de salir en permanence la mémoire de ceux qui ont été assassinés. Rien que ça, c'est ça la justice. Rien que ça. Et si l'institution lui fait encore 40 ans, 50 ans, c'est pas grave. On aura lutté individuellement tous ceux qui sont concernés par ces questions pour dire ça s'est pas passé comme vous le racontez. Et on va le dire, et on va le crier sur les toits, et on va le crier au monde entier. C'est ça en fait. Et c'est ça qui est important. C'est de dire qu'on ne vous laissera pas salir la mémoire de ceux qui sont partis. Rien que ça, ça suffit pour se mettre debout et dire je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. C'est difficile, je sais. Enfin voilà, je sais tout ça. Sans l'avoir vécu en plus. C'est simplement parce que voilà, à force de côtoyer, à force d'entendre, on imagine. Moi je n'ai pas du tout ma recherche avec des enfants. Je souhaite évidemment que ça n'arrive jamais à aucun de mes enfants. Mais par exemple, pour avoir côtoyé le MIB, pour avoir accompagné, c'est paradoxal. Moi j'ai élevé un garçon en lui expliquant comment il devait se comporter face à la police. C'est énorme quand même. Ça, personne ne vous le dit. C'est parce qu'on connaît ces histoires-là qu'on se dit, ok, bah voilà, tu vas rentrer à 12-13 ans dans un phénomène, donc je vais te raconter moi, parce que personne ne va te raconter. Je vais te raconter c'est quoi la police ici, c'est quoi son comportement, c'est quoi la question des jeunes et des garçons en particulier, et de comment il faut que tu t'habilles, comment il faut que tu parles, et comment il faut que, et comment tu réponds pas, et comment tu... Bah ouais. Moi j'ai éduqué mon fils comme ça. Avec la peur d'eux, et y compris quand il sortait, parce qu'après il arrive à un âge où, voilà, c'est un jeune garçon, donc voilà, je lui dis, si tu ne comptes pas, s'il te plaît, dis-le.
Parce que moi, je sais pas si t'es dans un commissariat où c'est pas normal que je pense comme ça. C'est pas normal que je parle comme ça à mon enfant. Et pourtant, je l'ai toujours fait. Et c'est même arrivé, là, dans les premiers temps où il sortait, il comprenait pas en fait mes angoisses. S'il me répondait pas, je me suis même vu un jour lui dire, si tu me réponds pas, dans 2 heures, je fais le tour de la cité. Parce que je veux savoir où t'es. Parce que moi, en fait, mon angoisse, c'est de me dire, est-ce que c'est pas fait embarquer par quelqu'un? Un jour, j'étais avec Christelle, on a été faire une expo sur voilà, le mythe, tout ça, voilà, on était à Sevran et tout. J'avais toute l'expo dans le coffre de ma voiture. Voilà, c'est pour vous dire comment toute notre vie elle est construite là-dessus. Et voilà, on rentre, tout ça, on a fait notre petite rencontre avec les jeunes, on présente un peu voilà, le travail de l'histoire du pays, tout ça. C'était très intéressant en plus par cette question-là. Je rentre, et moi l'expo, je ne la range pas, en fait, je la laisse dans le coffre de la voiture parce que je suis fatiguée, c'est le soir. Je me dis, je verrai demain. Et en fait, je me réveille, j'ai oublié, mon fils il prend la voiture. Je lui dis, mais il tombe sur un contrôle de policier. Il ouvre le coffre, il tombe sur violence policière. J'ai envoyé un message tout de suite. Ramène la voiture. Il y a une expo dedans, il faut la sortir. Ben, pourtant, une expo, c'est rien. Mais sauf que, voilà, on sait comment tout va vite. Tout va très vite. Donc c'est important que ces moments aient lieu pour qu'on partage, y compris qu'on entende ce que font les unes et les autres, c'est quoi, du coup, comment on vit avec ça. Et comment on vit avec ça, pour 2 choses. Honorer la mémoire de celui qui s'est fait assassiner, voilà, par un jeune ou par la police. Mais y compris alerter et essayer de transmettre en tout cas des conseils aux autres sur comment en fait on fait, comment on avance, comment on construit, comment on aide les jeunes générations à essayer de s'en sortir dans un climat qui effectivement est violent, avec on a l'impression que là on n'a plus d'avenir. Parce que vous avez raison, ce qui se passe actuellement avec le gouvernement, c'est qu'on rajoute une couche. J'espère que là, en plus, bon voilà, ça ne va pas s'arranger, clairement. Mais on ne peut pas se dire, comme tout est foutu, on abandonne. Voilà, moi, si je devais passer un message, non, moi je suis pas. Non, je suis pas la guerre, moi je suis prête à faire la guerre. Ouais, mais pas moi. Voilà. On n'est pas en état de guerre. Bien sûr, on va se faire, Christelle. Non, mais j'allais dire, moi, il y a plein de manières de faire la guerre. Après, il y a plein de manières de faire la guerre. Moi, j'ajouterais tout ça là-dessus. Moi, j'ai l'impression que depuis que je suis rentrée, moi, je suis née il y a je le dis, il y a 40 ans en Lorraine, dans une famille où mon père c'était un bûcheron, ma mère c'était une femme de ménage. Donc voilà, et mon père il m'a fait comprendre aussi jeune qu'en tant que fille, ça allait pas être facile. S'il y a des gens qui au départ m'ont appris quelque chose, enfin, et moi très jeune, mon père il m'a dit l'école on en a rien à faire. Il m'a dit ce qui comptera et tout ça, c'est l'école de la vie, c'est que tu comprennes quelque chose là-dedans. Parce que le reste, ça va être contre toi et tout ça. Je ne reviens pas là-dessus, mais j'ai eu la chance d'avoir un père, moi, qui nous a défendus face aux institutions, comme peu de parents, des fois, osent le faire, parce que pour d'autres raisons, moi, mon père, il s'appelle Robert Russon, il n'a jamais eu... Comment dire, il a osé aller voir des directeurs d'école avec lui, il y a des profs qui nous ont harcelés, des choses comme ça, moi et ma soeur, pour leur dire il est hors de question que ça continue, et si ça continue sur une autre gamine ou un autre gamin, moi je me mettrai contre vous, parce que je sais que d'autres parents n'osent pas le faire. Et quand je parle de ça parce qu'après quelques années plus tard, quand j'ai rencontré les gens du livre, j'ai rencontré de nouveau des gens qui me disaient on ne va pas rester seuls. On ne va pas se laisser seuls les uns les autres. On va se défendre ensemble. Ouais, il y a un monstre, il y a un titan, il y a je sais pas quoi. C'est pas grave. On va s'organiser, comme ils font les gilets jaunes, dans les manifs, un comme ça, on va se serrer les coudes, on va avancer. On a fait des trucs incroyables avec les gens. J'ai pas le temps d'en parler ici, mais moi j'ai fait des choses avec ces gens-là que je pensais pas que c'était possible de faire. Et franchement, en vrai, seul, c'était pas possible de faire. De faire reculer vraiment la police, la justice, voilà, des choses qui étaient faites comme ça.
Et pour moi, c'était comme des petites guerres, quoi. Et on a gagné des petites victoires. Alors après, c'est pas... malheureusement, c'est pas... Voilà, on n'arrive pas à avoir des grosses victoires. Mais comme d'autres filles l'ont dit tout à l'heure, ou d'autres personnes, il y a des choses qui ont changé quand même. Moi, j'ai flingué la double peine. On parlait parce que tout le monde ne connaît pas le MIB ici, entre autres. Ça va pas tout libre. D'ailleurs, un spécial MIB pour bibliothèque. J'aimerais qu'on parle de votre combat par rapport à ça. Peut-être que aussi, que ce soit pour les violences policières ou ce qui se passe dans nos quartiers, ça va vous montrer qu'il y a eu des victoires. Elles sont souvent... il y a un déni clair derrière, et quand ça change, on ne va forcément pas dire que c'est dû au fait des citoyens eux-mêmes ou des collectifs de citoyens ou des grands mouvements comme cela, parce qu'on va forcément faire un déni et les faire taire, en tout cas ne pas faire de la médiatisation sur ce qu'ils ont gagné. J'aimerais bien qu'on en parle pour prouver que ça existe. Non, mais en 2 minutes, juste de dire que voilà, les femmes qui en parler maintenant. Il y a le comité national contre la double peine, donc la double peine, prison plus expulsion. À l'époque, pour les personnes qui n'avaient pas la carte nationale d'identité française, donc pour un même crime ou un même délit, je sais pas moi, je veux dire, on aura des Robert qui vont voler un bouquin. Bon, ben à la fin, Robert il prend 2 mois, Maud il prend 2 mois, et puis il prend l'expulsion du territoire. Le comité national contre la double peine qui s'est créé, si je ne me trompe pas, en 85. Non, ce qui est bien de raconter, parce que comme les gens ils racontent toujours les manières de... Ils utilisent toujours du vocabulaire. Il s'est constitué au moment du campement qui a été organisé, place de la Réunion, en 1990, en soutien aux familles maliennes qui avaient été mises à la rue. Voilà. Et un certain nombre de nos camarades qui ont fait le comité, ils assuraient le service d'ordre du campement parce qu'il y avait les fachos qui venaient. Et comme parmi eux, il y avait Momo, tout ça, ils étaient avec une équipe ils ont créé le comité dans cette situation-là. Donc c'est important de rappeler que c'est au cours d'un soutien dans une lutte qui n'a rien à voir avec la double peine et que c'est créé le comité national contre la double peine. Donc c'est bien, parce qu'il y en a qui vous disent ça, ils vous appellent ça la... Comment le terme compliqué qui est utilisé pour désigner ce type de connexion non, c'est pas grave. Donc il est né à ce moment-là. Et à l'époque, la double peine, il y avait une espèce de... Les gens même qui étaient touchés par ça, souvent étaient perdus, ne savaient pas comment s'y prendre pour pouvoir faire face à ça. D'autant plus qu'elles le vivaient très mal, puisqu'il y avait une idée générale qui était communément partagée, que si tu avais fait de la prison, c'était normal qu'on t'expulse. Ça, c'était ancré dans la tête des gens, et il a fallu combattre contre ça. Souvent, il y avait des personnes qui venaient nous voir, et dans les entretiens qu'on pouvait avoir avec eux, ça se révélait, ils avaient un peu honte, bon, il a été voleur, ou il a été... des fois, il y en a, ils ont fait des crimes pas possibles, hein. Mais on s'est battu sur une question de principe, puisque le gars a été condamné, c'est pas, on ne va pas lui faire un deuxième procès, c'est pas notre problème. Il a été condamné pour ça, il a eu sa peine. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'a pas à être expulsé. Donc, il a fallu faire un travail d'éducation populaire pour combattre chez les personnes, justement, le fait d'être sidéré, de ne pas savoir comment faire. Et ça, c'est normal quand on prend un coup comme ça, que tu sois dans cet état-là. Et le premier objectif, c'est de casser ça. Casser l'état de sidération dans lequel la victime elle se retrouve. Parce que l'objectif, justement, c'est d'être sidéré et de ne pas pouvoir se défendre. Et c'est d'autant plus difficile que la personne, elle a intériorisé des façons de voir. Voilà. Non, mais c'était important de le dire parce qu'en gros, on a fini par former des gens qui téléphonent à des avocats, à des juges, à des ministres. Voilà, ils n'avaient plus peur.
Et pourtant, il y en a, c'était des repris de justice, c'était pas des anges, et ben, ils pouvaient faire face à ce genre d'action. Ils n'ont pas baissé les bras. Ça a duré plusieurs années. Et ça a duré plusieurs années, et c'est comme ça que plusieurs équipes ont été formées pour que ça dure. Il y avait une permanence juridique. Alors au début, on s'occupait de la double peine, mais après on s'est occupé de tous les problèmes. Et en gros, c'était juste histoire de prouver qu'il y a des victoires et que c'est possible qu'il faut... Ah bah alors, par rapport à ça, il y a l'affaire... On en reparlera. Voilà, si on commence à rentrer... en tout cas, pour résumer, c'est une lutte qui a été par rapport à la double peine, il y a eu à un moment donné, on a réussi à réformer un petit peu avec la loi Sapin, parce qu'on avait fait pression, et là il y avait eu un petit changement, mais c'était déjà de cacahuètes. Sur la double peine, bon, ça a fini. Les catégories protégées, on a obtenu. On l'a gagné, ça. Il faut le dire. Maintenant, ça ne veut pas dire que la double peine, elle est supprimée. On va dire qu'il y a eu des aménagements. Mais quand même, ces aménagements, il a fallu aller les chercher. Hein? Après un jour en grande pompe, il y a un maintenant, par exemple, vous avez le droit à un avocat. Vous avez le droit à un avocat. Chacun d'entre vous, dès la première heure, il a le droit à un avocat.